Chers élèves, bonjour. Dans le cadre de votre préparation au concours de fin d'études du deuxième cycle de l'enseignement de base, nous nous retrouvons donc de nouveau pour une deuxième séance de lecture. Aujourd'hui, nous allons expliquer ensemble un texte qui s'intitule « L'enfant et le pêcheur » relatif au thème « Enfants de tous les pays » et qui vous préparera à rédiger un récit intégrant un dialogue. Nous vous rappelons qu'il est tout à fait pertinent de commencer par s'intéresser au titre, car, généralement, comme nous l'avons précédemment signalé, celui-ci nous donne quelques informations sur l'objet de notre explication. Observons donc ensemble le titre. L'enfant et le pêcheur. Nous allons voir la nature grammaticale du titre. L'enfant et le pêcheur est un groupe nominal composé de deux noms communs précédés chacun de l'article défini le. Ces deux noms communs sont reliés par la conjonction de coordination et. L'enfant peut être masculin singulier ou féminin singulier. Il est dans ce cas précédé soit de l'article défini le, soit de l'article défini la. Par contre, le pêcheur est un nom masculin singulier qui est toujours précédé de l'article défini le. Passons maintenant à la signification du titre. L'enfant et le pêcheur, il s'agit donc de deux noms communs qui renvoient à deux êtres humains. Enfant peut désigner un garçon ou une fille, puisque ce nom est précédé de l'article L', qui peut être soit le, soit la. Toutefois, il nous permet de délimiter l'âge de la personne en question, à savoir l'enfance, qui est la période de l'apprentissage de la vie, la période de la curiosité, du rêve, période d'ambition, d'espoir chez l'enfant. Le pêcheur est à la fois désigné par l'article défini le et par l'activité qu'il exerce. Le pêcheur est l'adulte, le responsable, celui qui a voyagé, qui peut être l'aventurier qui sait, qui a expérimenté la vie. Il est en somme le sage. Ces deux noms sont reliés par la conjonction de coordination et qui traduit d'emblée un lien entre eux. Ce lien peut être de parenté, d'amitié ou lien professionnel. Nous avons donc émis à partir du titre quelques hypothèses de lecture que nous allons vérifier ensemble lors de notre explication détaillée. Passons maintenant, Monsieur Samy, à la lecture du texte. Oui, précisément. Alors, on va commencer par situer le contexte de notre extrait. Donc, nous avons Mondo qui aime bien Jordan le pêcheur. L'enfant rejoint régulièrement celui-ci au bord de la mer. Un jour, pas très loin, en mer, ils avaient vu un grand cargo noir qui glissait sans bruit. « Comment s'appelle-t-il » demandait Mondo. Jordan le pêcheur mettait sa main en visière et plissait ses yeux. « Érythréa, disait-il, puis il s'étonnait un peu. « Tu n'as pas de bons yeux. »« Ce n'est pas cela, disait Mondo. Je ne sais pas lire. Ah bon, disait Jordan. Il regardait longuement le cargo qui passait. Qu'est-ce que ça veut dire, le nom du bateau? Demandait Mondo. Érythréa? C'est un nom de pays, sur la côte d'Afrique, sur la mer Rouge. C'est un joli nom, disait Mondo. Ça doit être un beau pays.
Mondo réfléchissait un instant. Et la mer là-bas s'appelle la mer Rouge? Jordan, le pêcheur, riait. Tu crois que là-bas la mer est vraiment rouge? Je ne sais pas, disait Mondo. Quand le soleil se couche, la mer devient rouge, c'est vrai. Mais elle s'appelle comme ça à cause des hommes qui vivaient là autrefois. Mondo regardait le cargo qui s'éloignait. Il va sûrement là-bas, vers l'Afrique. C'est loin, disait Jordan le pêcheur. Il fait très chaud là-bas. Il y a beaucoup de soleil et la côte est comme le désert. Il y a des palmiers? Oui, et des plages de sable très longues. Dans la journée, la mer est terrible. Il y a beaucoup de petits bateaux de pêche avec des voiles en forme d'aile. Ils naviguent le long de la côte, de village en village. Il y a des requins dans la mer Rouge? Oui, il y en a toujours un ou deux qui suivent les bateaux. Mais les gens sont habitués. Ils n'y font pas attention. Quand le soleil était tout près de l'horizon, Jordan le pêcheur posait la gaule à plat sur la dalle de ciment et il sortait de la poche de sa veste un sandwich. Il en donnait la moitié à Mondo et ils mangeaient ensemble en regardant les reflets du soleil sur la mer. Mondo s'en allait avant la nuit pour chercher une cachette où dormir. « Au revoir !» disait Mondo. « Au revoir !» disait Jordan. Quand Mondo était un peu éloigné, il lui criait « Reviens me voir, je t'apprendrai à lire. Ce n'est pas difficile. » Donc voilà notre extrait, notre texte qui est extrait de l'œuvre intitulée « Mondo et autres histoires » écrit par Jean-Marie Gustave Leclésio. Oui, merci Monsieur Samy. Nous allons maintenant observer de plus près le texte et nous commençons par identifier les personnages. Effectivement, donc commençons par identifier les personnages dans le texte. Les personnages sont d'abord désignés par le pronom personnel, il, au pluriel. Et comme vous pouvez le voir, nous avons déjà coloré le pronom personnel il en rouge. Ce pronom personnel, à la troisième personne du pluriel, renvoie à Mondo et à Jordan le pêcheur. Nous avons déjà mentionné ces deux noms et nous les avons colorés en bleu. Il s'agit par conséquent d'un récit à la troisième personne. Autrement, celui qui raconte, en l'occurrence le narrateur, n'est pas un personnage dit d'histoire. Il est extérieur à l'histoire. Nous allons voir également à quel moment se passe l'histoire. Grâce à certaines indications temporelles, nous allons pouvoir préciser les circonstances de l'histoire. Nous avons mis en caractère gras les différentes indications temporelles. Vous voyez au début du texte la première indication temporelle, un jour. C'est une indication temporelle, certes, mais qui ne détermine pas avec précision le moment ou l'instant dans lequel se passe la scène. Par contre, les deux autres indications, la première, quand le soleil était tout près de l'horizon, la deuxième, Mondo s'en allait avant la nuit. Ces deux indications temporelles permettent de déduire que les deux personnages ont passé un assez long moment ensemble, puisqu'ils ne se sont quittés qu'avec le coucher du soleil, donc à la tombée de la nuit. Maintenant, nous allons voir les temps les plus employés dans le texte.
Pour ce faire, donc, nous allons toujours nous référer à notre support, à notre texte support, et l'on relève un emploi fréquent de l'imparfait. Vous voyez bien, tous les verbes qui sont conjugués à l'imparfait, nous les avons colorés en rouge. L'on cite à titre d'exemple, glisser, demander, mettez, glisser, disait, s'étonner, regarder, etc. Nous avons également l'imparfait au début du texte. Le plus que parfait. Pardon, excusez-moi. Le plus que parfait au début du texte. C'est dans l'expression « ils avaient vu un grand cargo ». Donc, oui. Le verbe « voir » est conjugué, effectivement, au plus que parfait. Mais nous avons pu également relever des verbes conjugués au présent. Et ce que vous voyez à l'écran coloré en vert. Là également, on peut donner à titre d'exemple, s'appelle, le verbe avoir, tu n'as pas de bons yeux. Être également, ce n'est pas cela. Le verbe savoir, je ne sais pas lire. Le verbe vouloir, qu'est-ce que ça veut dire? Le verbe devoir, ça doit être un beau pays. Le verbe croire, tu crois que là-bas? Le verbe se coucher, quand le soleil se couche, qui est suivi du verbe devenir, la mer devient. Voilà donc, à titre d'exemple, certains verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif. En plus de ce temps verbal, nous avons relevé à la fin du texte un verbe qui est conjugué au futur. En l'occurrence, c'est le verbe apprendre dans l'expression « je t'apprendrai à lire ». Et enfin, pour terminer avec le relevé des différents temps verbaux, nous avons également relevé à la fin du texte le recours, ou l'emploi plutôt, de l'impératif dans l'expression « reviens me voir ». Donc, on va faire une petite récapitulation des verbes ou plutôt des temps verbaux que nous venons de relever ensemble. Alors, nous avons pu identifier le plus que parfait, et je rappelle, ils avaient vu, donc c'est le verbe voir conjugué au plus que parfait. Nous avons identifié également l'imparfait, mettez, plissez, était, posez, sortez, etc. Par ailleurs, nous avons relevé l'emploi du présent, et de nouveau, donc, l'on vous propose une série d'expressions où on a recours au présent de l'indicatif. Et enfin, dans la dernière expression, vous avez le verbe revenir qui est en caractère gras, conjugué à l'impératif, et le verbe apprendre, coloré en rose, qui est conjugué au futur de l'indicatif. Une fois que ces verbes sont relevés, nous allons voir dans quelle partie du texte sont employés les temps du passé. Et à la lumière de certains passages, nous constatons que c'est dans les passages narratifs que les temps du passé sont employés.
C'est ce que nous remarquons dans les passages suivants. Le premier passage, ils avaient vu un grand cargo noir qui glissait sans bruit. Vous voyez bien, dans ce premier passage, nous avons, ou plutôt il y a eu recours à la fois au plus que parfait et à l'imparfait. Dans le deuxième passage également, nous relevons l'emploi de l'imparfait. Jordan le pêcheur posait la gaule à plat sur la dalle du ciment. Et enfin, un dernier passage narratif, il sortait de la poche de sa veste un sandwich. Donc vous remarquez que le verbe sortir est conjugué également à l'imparfait. Par contre, le présent, le futur et l'impératif sont employés dans les passages réservés aux paroles des deux personnages, c'est-à-dire Mondo et Jordan le pêcheur. Alors, lorsqu'on parle des passages réservés aux paroles, on veut dire, bien sûr, les passages qui sont réservés au discours direct. L'on vous propose, à titre d'exemple, les passages suivants. Tu n'as pas de bons yeux. Ça doit être un beau pays. Je t'apprendrai à lire. Et enfin, reviens me voir. Donc, Monsieur Essine, essayons de récapituler tout le relevé concernant les temps verbaux utilisés dans le texte et leur emploi. Donc, nous avons pu relever les temps verbaux dans les passages narratifs. On a l'imparfait, glisser, demander, mettez, etc. On a aussi le plus que parfait, avait vu. Dans les paroles des personnages, nous avons relevé le présent, à l'exemple de s'appelle, tu as, est, c'est, doit, etc. Le futur, apprendrait, l'impératif, revient. Voilà, merci Monsieur Essine. Alors, ce qu'il faut constater ou remarquer dans ce texte, c'est que, outre le présent, le futur et l'impératif, nous pouvons également voir ce qui distingue les passages réservés aux paroles directes des passages narratifs. Alors, nous allons, pour ce faire, observer les pronoms personnels mis en œuvre dans le texte et nous allons également identifier les personnages auxquels renvoient ces pronoms. Nous avons dans les passages narratifs le pronom personnel à la troisième personne du pluriel « il » qui renvoie respectivement à Jordan et à Mondo. Dans l'exemple suivant, Érythrée, disait-il. Puis il s'étonnait un peu. Alors, dans cet exemple, le pronom personnel « il » renvoie à Jordan le pêcheur. Dans un autre exemple, on a « disait Mondo ». C'est juste dans la réplique qui suit. Ce n'est pas cela, disait Mondo. Eh bien, pour cet emploi, on pourrait par exemple remplacer le nom Mondo par le pronom personnel il. Et ainsi, on obtient disait-il. Nous pouvons également relever d'autres pronoms personnels, en l'occurrence, les pronoms personnels tu et je dans la phrase suivante. Reviens me voir, je t'apprendrai à lire. Ce n'est pas difficile. Nous constatons donc
à travers cet exemple, ou cette phrase plutôt, la présence de la première personne du singulier à travers le pronom personnel sujet « je » et également le pronom personnel complément d'objet direct « me » que vous voyez coloré en bleu. L'on relève également la présence du pronom personnel de la deuxième personne du singulier, tu, à travers le pronom personnel complément d'objet indirect, T apostrophe, que vous voyez coloré en rouge et que nous avons également souligné, M. Yassine. Oui. Donc, dans cette parole, le je renvoie à Giordon, alors que le T apostrophe renvoie à Mondo. Nous avons également la présence, donc outre les pronoms personnels, nous avons également la présence de signes de ponctuation particuliers. En l'occurrence, nous avons relevé les 2 points. Et les 2 points, nous les avons mis en bleu. On relève donc ces 2 points juste après la réplique de Giordon. Eritrea, dit-il, puis il s'étonnait un peu. Alors, ces 2 points-là permettent d'annoncer les paroles. Outre ces 2 points, nous avons également les guillemets. Et dans ce passage, nous avons coloré pratiquement tous les guillemets en vert pour que ce soit plus clair. Donc, ces guillemets-là, on les ouvre et on les ferme au début et à la fin de chaque réplique. Donc, je donne à titre d'exemple, par exemple, au début du texte, voyez, la première réplique de Mondo, elle a été placée entre guillemets. Comment s'appelle-t-il? Donc, les guillemets qui ouvrent et qui ferment cette première réplique. Donc, M. Yassine, de nouveau, nous allons faire une récapitulation de tout le relevé que nous venons de faire ensemble. Oui. Donc, l'examen de cette situation de communication nous a permis de faire le relevé suivant. Les personnages, Mondo l'enfant et Jourdan le pêcheur, les moments de l'histoire, un jour, quand le soleil était tout près de l'horizon, Mondo s'en allait avant la nuit. Ensuite, on a étudié ensemble les temps les plus employés. Dans la narration, nous avons relevé l'imparfait et le plus que parfait. Dans les paroles des personnages, nous avons constaté la présence ou l'emploi du présent et le futur de l'indicatif, en plus de l'impératif présent. On a terminé par relever des signes de ponctuation particuliers, tels que les 2 points et les guillemets. Procédons maintenant à notre première synthèse partielle. Notre texte est un récit qui contient un long passage au discours direct et qui met en scène les 2 personnages principaux. Annonçons maintenant, M. Samy, le plan de notre explication. Exactement. Donc, pour réaliser notre explication, nous allons proposer à nos chers élèves les axes de réflexion suivants. Dans un premier temps, nous allons revenir sur cette relation singulière qui unit les 2 personnages. Par la suite, nous allons étudier le discours
que nous avons qualifié d'instructif, puisqu'il vise essentiellement à instruire. Et enfin, nous allons revenir sur le portrait d'un enfant illettré, mais curieux. Et bien sûr là, l'on parle du personnage Mondo. Oui. Donc, commençons par étudier cette relation assez singulière entre l'enfant et le pêcheur. Comme nous l'avons déjà signalé, ce texte met en scène deux personnages qui n'appartiennent pas à la même tranche d'âge. Mondo, le jeune garçon, et Jordan, l'adulte, le pêcheur. Voyons ce qui caractérise chacun de ces deux personnages pour comprendre la singularité de la relation qui les unit. Concernant Mondo, et à partir de l'indication que nous relevons à la fin du texte et qui est colorée en rouge, Mondo s'en allait avant la nuit pour chercher une cachette où dormir. Nous comprenons que celui-ci est un enfant de la rue, un orphelin qui n'a pas de famille et qui vit seul. Par ailleurs, toujours en nous référant au texte, nous nous apercevons que Mondo est également un enfant illettré, c'est-à-dire analphabète. Ceci se manifeste à travers sa parole ou son aveu « je ne sais pas lire » et que vous voyez coloré en rouge. Mondo, au moment où tout enfant est censé être à l'école, passe sa journée avec Jordan au bord de la mer. Face à cet orphelin illettré, voyons maintenant comment se comporte Jordan le pêcheur. En tant qu'adulte, Jordan semble s'intéresser à l'enfant. Il paraît dans notre texte être le seul personnage à se soucier, à s'intéresser à l'état de cet enfant. L'intérêt que porte Jordan à Mondo apparaît dès le début du texte dans le verbe s'étonner. Puis, il s'étonnait un peu. Et, dans sa parole, tu n'as pas de bons yeux. Cet intérêt que porte le pêcheur à l'enfant se traduit à travers cette envie de satisfaire aux différents besoins de l'enfant. En effet, nous constatons que Jordan est un personnage très généreux qui n'hésite pas à partager son repas avec Mondo. Nous relevons cette qualité dans la phrase suivante que vous voyez à l'écran en caractère gras. Il sortait de la poche de sa veste un sandwich. Il en donnait la moitié à Mondo. Nous remarquons également une sorte de complicité, d'intimité entre les deux personnages. Et c'est ainsi que nous les voyons en train de manger ensemble. Et ils mangeaient ensemble. Donc nous avons coloré l'adverbe ensemble en rouge et cet adverbe traduit l'idée du partage et de l'intimité. Ensuite, le volume du passage dialogique qui domine l'ensemble du texte permet de concrétiser un échange entre les deux personnages et satisfait ainsi le besoin de Mondo en communication. Cet échange paraît équilibré dans la mesure où Jordan, conscient de la solitude de son interlocuteur Mondo, se montre respectueux envers lui en acceptant de répondre aux questions de ce dernier. Il s'agit donc d'un véritable échange entre ces deux individus. Ils communiquent par les paroles dans la mesure où Jordan prend en compte sérieusement les questions que pose l'enfant et auxquelles il essaie de répondre avec le plus de précision possible. Ces deux personnages se montrent également unis dans le silence. À cet effet, nous relevons la phrase suivante.
ils mangeaient ensemble en regardant les reflets du soleil sur la mer. L'emploi du gérondif en regardant, coloré ici en rouge, montre que nous sommes en présence de deux complices qui ont la même attitude contemplative. En effet, ils partagent le même goût, le même plaisir, celui de regarder le reflet du soleil sur la mer. Enfin, nous remarquons que Jordan prend soin de Mondo en cherchant à assouvir sa soif, son désir de savoir. D'ailleurs, ce besoin est exprimé au début du texte indirectement par l'aveu même de l'enfant qui déclare « Je ne sais pas lire ». À la fin du texte, Jordan fait encore preuve de générosité en promettant à Mondo de lui apprendre à lire. C'est ce que nous déduisons à partir de la dernière parole de Jordan. « Reviens me voir, je t'apprendrai à lire, ce n'est pas difficile. » L'emploi de l'impératif dans le verbe « revenir » traduit une invitation adressée à Mondo et en même temps une incitation à la connaissance. L'emploi du futur dans le verbe « apprendre »,« je t'apprendrai » est une promesse de la part de Jordan et aussi un engagement de sa part à prendre en charge l'éducation de l'enfant en lui apprenant à lire. Comme vous le savez, lire, c'est appréhender le monde, c'est connaître. Récapitulons, Monsieur Samy, dans le tableau suivant, ce qui caractérise chacun des deux personnages. Oui, effectivement, donc, Monsieur Yassine, nous avons un tableau en deux colonnes. La première colonne réservée à Mondo et la deuxième qui est réservée à Jordan le pêcheur. Nous relevons donc certaines indications relatives au personnage Mondo. Donc il s'agit d'un enfant de la rue qui vit seul, un orphelin et qui est illettré. Par contre, pour les éléments concernant Jordan le pêcheur, il s'agit d'un adulte qui, à maintes reprises, fait preuve de générosité, donc qui est généreux, qui est également respectueux et, en plus, qui est détenteur de savoir. Donc, il est temps de passer à la synthèse partielle. Voilà. À partir de ce tableau, nous déduisons que Jordan le pêcheur représente la figure du père protecteur qui cherche à subvenir aux besoins de l'enfant en nourriture, en communication et en savoir. C'est ce qui fait la singularité de la relation entre l'enfant et l'adulte. Après avoir étudié la nature de cette relation qui unit Mondo à Jordan, voyons maintenant, Monsieur Samy, l'intérêt que présente le passage dialogique qui domine l'ensemble du texte dans un deuxième axe de réflexion intitulé « Un discours instructif ». Comme nous venons de voir dans notre première partie, Mondo a manifesté son désir d'apprendre, de connaître, de savoir, et Jordan semble, dans le dialogue, assumer pleinement son rôle d'éducateur, d'instructeur. Nous allons voir ensemble, dans cette deuxième partie, comment le discours direct permet à Jordan d'assurer pleinement son rôle d'enseignant et à Mondo d'incarner le rôle de l'apprenant, de l'élève. Rappelons que c'est par l'aveu explicite de son ignorance que ce dernier exprime son besoin de savoir et d'apprendre. Alors, commençons d'abord par l'étude des types de phrases employées dans le discours. En observant de plus près le passage dialogique, nous constatons que ce discours est dominé
par deux types de phrases. La phrase interrogative, que vous voyez colorée en bleu, et la phrase déclarative, que vous voyez également, mais colorée cette fois en vert. Il est vrai que à la fin de notre texte, nous relevons quelques phrases exclamatives. Alors, le choix des deux premiers types n'est pas fortuit, puisque nous constatons que dans la plupart des cas, c'est Mondo qui pose les questions auxquelles Jordan le pêcheur répond. Ceci se justifie par le fait que Mondo, tel que nous l'avons découvert dans notre premier axe de réflexion, est en quête de savoir, de connaissance. En même temps, Jordan apporte les réponses en vue d'éclairer, de satisfaire la curiosité de Mondo. Par ailleurs, dans les paroles de Mondo, nous relevons l'emploi de la forme négative à deux reprises. Lorsqu'il dit « je ne sais pas lire » et « je ne sais pas », ce qui montre clairement que Mondo est un enfant illettré, mais qui demande indirectement à s'instruire. Par contre, dans les paroles de Jordan, nous constatons l'emploi fréquent de la forme affirmative, puisque ce dernier essaie d'éclairer, c'est-à-dire d'apporter des informations à propos d'Érythrée à Mondo. Donc, vous voyez là, en réponse à la demande à la question de Mondo, il répond Érythrée, etc. Alors, nous allons maintenant relever les divers verbes introducteurs employés. Donc, nous pouvons constater que les principaux verbes introducteurs qui sont employés sont demander, disait, et nous relevons à la fin du passage le verbe crier. Nous remarquons ici que le choix de ces verbes se réduit principalement donc à deux verbes, à savoir demander et dire. Nous constatons que le verbe demander est employé pour introduire les paroles de Mondo, ce qui confirme son besoin en connaissance. Par contre, le verbe dire est employé par les deux interlocuteurs. Lorsque le narrateur fait usage de ce verbe, c'est pour que Mondo apporte une réponse, comme dans l'exemple suivant. Ce n'est pas cela, disait Mondo. Je ne sais pas lire. Ou alors, pour faire un commentaire, comme dans l'exemple suivant, c'est un joli nom, disait Mondo. Ça doit être un beau pays. Par ailleurs, quand le narrateur utilise ce même verbe, c'est pour permettre à Jordan de répondre aux besoins de Mondo en savoir, tels que Érythrée, disait-il. Nous remarquons que dans les réponses fournies par Jordan, il y a une progression. En effet, après avoir identifié le nom du pays, Érythrée, il situe géographiquement ce pays qui se trouve sur la côte d'Afrique, sur la mer Rouge. Par la suite, il apporte des précisions quant à cette appellation de mer Rouge. Elle est appelée ainsi à cause de la couleur de la peau des habitants de la région. Et c'est ce que nous pouvons lire dans sa réplique. Quand le soleil se couche, la mer devient rouge, c'est vrai, mais elle s'appelle comme ça à cause des hommes qui vivaient là autrefois. De plus, Jordan évoque le paysage qui caractérise cette région. La chaleur, le soleil, la côte, les palmiers, les plages, la mer, etc.
Enfin, toujours sur la demande de Mondo, Giordano le pêcheur confirme la présence des requins dans la mer. Dans sa dernière réplique, il y a des requins dans la mer Rouge. Oui, il y en a toujours un ou deux qui suivent les bateaux. Toutes ces caractéristiques du discours de Giordano apportent des précisions et ajoutent des développements qui aident l'enfant Mondo à mieux connaître ce pays. La méthode adoptée par Giordano s'apparente à celle d'un enseignant de géographie. Il s'agit donc d'un discours instructif. Voilà. Récapitulons maintenant, Monsieur Essine, le relevé que nous venons de faire ensemble. Oui. Donc nous avons pu relever ensemble les types de phrases, les verbes introducteurs, la progression des paroles de Érythrée jusqu'à requin. Voilà. Donc, et ainsi nous pouvons avancer notre synthèse partielle et dans laquelle nous avons vu que le choix des types de phrases ainsi que le choix des verbes introducteurs confère à ce passage dialogique une portée didactique puisque Mondo est en quête de savoir et que c'est Giordano qui l'assure. Par ailleurs, il y a une progression dans les paroles de Giordano qui fait de ses réponses un ensemble d'informations. Ces informations se présentent comme une leçon de géographie portant sur le pays, en l'occurrence Érythrée, sur la faune et sur la flore, c'est-à-dire sur les animaux et les espèces végétales qui le caractérisent. Enfin, il est à noter que cette leçon est faite non pas dans une classe, mais au bord de la mer. Pour un enfant de la rue tel que Mondo, la vie est en soi une école. Donc terminons avec le troisième axe de réflexion intitulé « Portrait d'un enfant illettré, mais curieux ». L'examen des passages narratifs et du dialogue, des paroles des deux personnages, nous permet de mieux appréhender le profil de cet enfant. Mondo vit seul, il n'a pas de domicile fixe et ne vit que grâce à la générosité des personnes comme Giordano le pêcheur. C'est ce que nous constatons dans le passage narratif suivant. Quand le soleil était tout près de l'horizon, Giordano le pêcheur posait la gaule à plat sur la dalle de ciment et il sortait de la poche de sa veste un sandwich. Il en donnait la moitié à Mondo et ils mangeaient ensemble en regardant les reflets du soleil sur la mer. Mondo s'en allait avant la nuit pour chercher une cachette où dormir. Mondo est un enfant illettré et ne semble pas fréquenter l'école. Il ne sait ni lire ni écrire. Et c'est par le biais de la négation dans les deux répliques de Mondo, « je ne sais pas lire, je ne sais pas », que cette idée d'analphabète est mise en relief. Au départ, rien ne prédispose cet enfant à chercher le savoir. En effet, et comme nous avons pu le découvrir à partir du texte, les conditions dans lesquelles vit l'enfant ne semblent pas favoriser son accès au savoir. Pourtant, Mondo se montre curieux. Cette curiosité se manifeste à travers ses questions de plus en plus pointues et précises, ce qui prouve sa soif de connaissance. Giordano, assurant pleinement son rôle d'enseignant, ne se contente pas de répondre à ces questions pointues et précises, mais il lui fait également la promesse de lui apprendre à lire. Et ce, dans sa dernière réplique, « Reviens me voir, je t'apprendrai à lire, ce n'est pas difficile ». Rappelons que cette promesse se traduit à travers l'emploi du futur de l'indicatif dans le verbe « apprendre ». Cette promesse pourrait être la lanterne qui éclairerait le début de la voie de Mondo vers la connaissance. Voilà, et c'est ainsi que nous pouvons dire en guise d'une synthèse partielle que ni la pauvreté ni la misère ne constituent un obstacle pour quelqu'un qui cherche à s'en sortir. La pauvreté n'a pas empêché, enfin pour quelqu'un qui cherche essentiellement à s'en sortir, c'est-à-dire à apprendre, la pauvreté n'a pas empêché Mondo de chercher à s'instruire. Donc terminons avec le bilan. Dans ce texte,
L'insertion du dialogue dans le cadre d'un récit a mis en relief la singularité de la relation qui unit un enfant à un adulte. De plus, le dialogue nous a permis à nous lecteurs de mieux appréhender et le profil et le rôle de chacun des deux personnages. Voilà. Ainsi, nos chers élèves, s'achève notre deuxième explication. Mais avant de vous quitter, nous vous proposons un exercice de production. Voilà donc l'énoncé de cet exercice. Vous rêvez de devenir un jour informaticien. Vous vous informez sur ce métier auprès de votre professeur d'informatique. Rédigez un récit intégrant le dialogue qui s'est déroulé entre vous et votre professeur. Vous pouvez vous servir des verbes de parole suivants: dire, demander, répondre, interroger, poursuivre, ajouter. Chers élèves, nous vous disons bonsoir et à la prochaine séance.